Chapitre 2. Le business indien. Troisième partie. Le musée. J'ouvre l'œil. Je suis encore endormi. Je distingue celui du crocodile. Il a toujours sa bouche ouverte et on se regarde. J'ai l'impression d'être sur le bord d'une rivière et qu'on a passé toute la nuit immobile, prêts à bondir l'un contre l'autre. Je tourne prudemment la tête et j'aperçois les premières lueurs qui pointent. Je me glisse sans bruit hors du lit. C'est le moment que je préfère dans la vie. Se lever pour aller se plonger dans l'air frais d'une fenêtre ouverte. Admirer une nouvelle journée alors que le monde entier dort encore. Quand on se lève tôt, on ne se sent jamais seul, car on est au plus proche de soi-même. Et c'est toujours à ce moment-là que commence le grand dialogue. Le dialogue avec l'autre monde, le sien, celui de l'intérieur, avec tout ce qui nous habite. J'ai enfilé une légère pèlerine. Je descends la rue jusqu'au rond-point pour faire un tour dans le nouveau monde. Il a beaucoup plu pendant la nuit. Il pleut encore, mais la pluie est fine. Je peux la voir et distinguer son intensité, car elle se révèle en petits cercles dans les flaques brunes sur les trottoirs et sur les étendues d'eau noire qui longent la chaussée. Tout est calme à cette heure-ci. Le trafic est presque inexistant et les avenues restent peu fréquentées. C'est peut-être la météo. Le chauffeur de taxi l'avait dit. Il n'a pas plu depuis longtemps. Je retrouve la rue Mad Max. Malgré la boue, je décide de revenir devant le restaurant. Je descends l'allée prudemment dans un chaos bourbeux jusqu'en bas, en face de la vinothèque. Elle est fermée. Je me remémore la soirée passée. Parfois la vie est surprenante, par ses rencontres et ses synchronismes. Elle est paradoxale aussi. Tout explose toujours en même temps, sans règle particulière, ni destin précis. Je continue dans la rue. J'arrive devant l'immeuble en réparation avec l'immense échafaudage. Sur le sommet de la construction, on a installé une grue. Cela doit être lié aux travaux. Je vois également un grand tissu vert troué sur un côté du bâtiment. Il est accroché à la façade principale. Il est éventré et retenu avec des cordes. C'est une sorte de protection contre la poussière, le vent et peut-être la pluie. Je descends le trottoir. Je peux marcher au milieu de la rue. Elle est vide. Personne ne passe si tôt le matin. Je suis soudain stoppé net par une vision d'effroi. Sous l'échafaudage, entre les flaques boueuses, une dizaine d'enfants de moins de 15 ans sont couchés à même le sol. Ils se sont réfugiés là où ils ont pu pour passer la nuit. Ils dorment tous, mais j'ai l'impression qu'ils sont morts. Je les vois entassés les uns sur les autres, dans tous les sens et dans toutes les positions. Comme si on les avait fusillés tous ensemble en un seul groupe, avant de les laisser tomber là, au milieu de la ville, abandonnés par tous, dans une cruauté absolue. Mon corps se transforme. Une émotion m'envahit. Elle me monte à la gorge. Elle se comprime. Mes yeux se remplissent aussitôt. Je vois trouble. Il se charge d'humidité. Je marche sans réfléchir. Je suis devenu une machine programmée, sans âme. Je me déplace mécaniquement. Je serre les dents. Ma bouche se tord, mes mains aussi, au fond de mes poches. Je passe sans bruit à côté d'eux, comme un fantôme. Les premiers ont tendu une bâche bleue en plastique sur le sol pour essayer de se protéger de l'eau qui coule. Je vois un jeune adolescent complètement découvert en short dans une chemise sale. Il est couché sur le ventre, sa tête sur un journal. Derrière lui, à côté d'une fille enroulée dans une couverture grise, c'est un petit garçon de 3 ans. Il est presque nu, endormi. Il n'a qu'un t-shirt rayé vert et noir qui est trop grand pour lui. Alors il flotte dedans, tout son corps dépassant du tissu, sa peau tapissée de fines perles d'eau de pluie. Juste après, c'est un autre couché en travers, face contre terre. Il a son visage sur un pavé, la mâchoire complètement tordue par son coussin. Il est pieds nus et couvert de saleté. Sur son côté gauche, encore de l'eau. Elle coule de l'échafaudage. Elle forme un filet bleu-vert qui le sépare d'un nouveau groupe. Eux, ils sont 8. Ils sont rassemblés dans des haillons de tissu, au milieu de 2 gros sacs et d'un bidon avec des détritus tout autour. Tout est couvert de misère et d'abomination. Déchiré par l'indignation, totalement perdu et comme un lâche, je quitte les lieux.
J'ai les jambes qui tremblent. J'aimerais changer le monde. Comment fait-on pour changer le monde? Les yeux encore moites, je reprends lentement mes esprits dans un parc. Je réalise alors que j'ai traversé le rond-point sans m'en rendre compte et que je me suis déplacé jusqu'à la maison historique, celle qui se trouve derrière la rangée d'arbres. Mes pupilles s'ouvrent un peu. Elle est jolie, cette bâtisse, avec son dôme en béton blanc. C'est bien un musée. C'est un musée d'art, d'archéologie et d'histoire. Il abrite plus de 50 000 pièces sur l'histoire ancienne de l'Inde, ainsi que des objets d'ailleurs. Mes amis, il faut m'expliquer. On entasse des objets qu'on ne regarde pratiquement jamais et on laisse les enfants, dehors sous la pluie, mourir sur des trottoirs. Tout se percute dans ma tête. Je m'en rends bien compte. Sans raison, je reçois toutefois quelques mots, une phrase, celle d'un professeur. Il nous avait dit « Étudiez l'histoire, c'est le seul chemin pour comprendre le présent ». Comprendre le présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi toute cette injustice. Cher professeur, pourquoi persister à vouloir comprendre le présent si on ne peut pas changer ce passé qui se répète constamment? Je suis assis à gauche sur un banc bleu canard. Sa couleur tire sur le verre. Ça lui donne un côté très pétant. Je tiens la coudoir en fonte dans ma main. Il est frais. Je sens toutes ces moulures dans le creux de ma paume quand je suis sa courbe du bout des doigts. Le musée ouvre dans 1 heure. J'ai le temps d'y aller avant de partir pour Pune. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je décide de le visiter, malgré tout. Je retourne rapidement à l'hôtel. Dans ma chambre, je fais ma valise. Enfin, c'est un grand mot. Je lance tout dedans. Je saisis au vol la clé 48. Sur le seuil, à travers l'encadrement de la porte, j'aperçois une dernière fois le crocodile. On se regarde, et je l'enferme dans sa cage. Je descends, je dépose mes affaires à la réception. J'avertis rapidement la compagnie Mumbai Fast Travel Agency de venir me prendre en face de mon hôtel pour m'emmener à Pune à 14 heures. Puis je me retrouve à nouveau devant le musée, pile à l'heure pour son ouverture. J'attends dans le hall pour acheter mon ticket. La file se trouve entre 2 grandes colonnades façonnées en pierre. L'entrée coûte 700 roupies. Cela fait 3 billets de Gandhi imprimés en orange et 2 billets de Gandhi imprimés en bleu. Je les parcours et les retourne en patientant mon tour. Sur le verso des billets se trouvent également 2 autres images. Un remarquable chariot sculpté et un temple qui ressemble à un chapiteau. Tous les 2 doivent être construits en pierre. La pierre, ce matériau immuable me fascine. Une fois buriné, il ne bouge plus, il ne change plus, même à travers les siècles qui passent éternellement. Le musée a 3 niveaux. Je les aperçois depuis le grand hall. L'espace principal monte librement jusqu'au sommet. Il est surmonté de son dôme blanc qu'on admire aussi depuis l'intérieur. Au premier étage, on contemple un balcon en bois foncé ajouré. Il est sculpté et disposé sur tout le pourtour de la base hexagonale. Cette base ésotérique forme le centre du musée. De nombreux éléments méritent d'être observés, lus et compris. Comme chaque fois, on ne peut pas tout faire. Il faut cibler, sélectionner ou alors simplement se promener et découvrir ce qui se présente. Ma première motivation, c'était de mieux comprendre le présent. Allons déjà voir ce qui se présente et surtout, ouvrons les yeux pour comprendre au mieux tout ce qu'on peut. Dans le hall, je trouve beaucoup de sculptures d'époques et d'origines différentes. Cela doit être la carte de visite de tout ce qui se trouve dans le musée. Je commence par la première salle. On y déniche de tout, de l'art décoratif européen, de l'art chinois et japonais. Un peu plus loin, dans une autre pièce, c'est de l'art himalayen, puis plus loin encore des œuvres consacrées à Krishna, Vishnu, Brahma et Shiva, dans une salle remplie de peintures miniatures. On trouve également l'histoire du textile indien, des pièces de monnaie, des armes, notamment des sabres et des armures. Beaucoup de bijoux de toutes sortes aussi. J'arrive dans un grand espace sur l'histoire naturelle. C'est envahi d'animaux. Ils sont tous bien séchés et empaillés. J'aime bien les animaux, mais dans ce contexte, ça sent la poussière. Je passe tout droit.
Je repère quand même des oiseaux, des mammifères, des reptiles et des poissons. Un énorme rhinocéros occupe le centre. Je peux lire partout « Please, do not touch ». Avant de quitter la salle, je tombe sur une armoire entièrement vitrée avec une étrange bestiole dedans. Elle est coupée en deux. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont dû la congeler et la raboter jusqu'à la moitié. On voit tout son intérieur. Ils ont aussi collé un demi-squelette sur toute la partie manquante pour montrer la structure. Oui, c'est ça. Pour comprendre la vie, on doit regarder tout ce qui se passe, et jusqu'à l'intérieur des choses, dans les moindres détails. C'est assez violent tout ça, non? Je continue. J'arrive dans la salle des sculptures. Elles sont nombreuses, toutes différentes. La salle est remplie de divinités bouddhistes et hindoues. C'est merveilleux. Quel bien ça fait toutes ces œuvres. Elles sont enjouées, dansantes, souriantes et apaisantes. Elles sont fantastiques, avec leurs postures mystérieuses et fantasmagoriques. Elles ont des bras partout, comme si elles pouvaient tout faire en même temps. Leurs mains ouvertes semblent vous servir, leurs doigts faire des signes magiques et vous invitent à danser dans la joie. J'adore. Je ne peux que penser au Christ Pantocrator, l'unique, le vrai, le juste, celui qui est cloué sur une croix et qui ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il imagine, lui, des 966 millions de croyants indiens, tous ces païens qui n'ont pas la foi? Jesus. La terre, elle est grande, mais elle est ronde avant tout. Donc, en fin de compte, ce n'est pas si immense que ça, le monde. Je le compare à notre dimension, celle qui est en nous. On a tant d'imagination. C'est l'infini. Et on ne s'arrêtera jamais. On continuera, on s'inventera tout ce qu'on peut. Des univers entiers d'histoires nouvelles pour essayer de mieux cerner ce présent, notre mystère éphémère. Mais au fond, sans jamais vraiment réussir à se comprendre soi-même, et encore moins à reconnaître l'autre, qui est là, simplement, devant soi. Bon, j'en suis où? Cela fait 2 heures que je lis tout ce que je peux. C'est très intéressant, mais trop informatif. J'en ai plein la tête. Je prends la direction de la sortie, je quitte la salle. Avant de descendre l'escalier pour rejoindre le hall, je passe rapidement devant une petite pièce. Mon corps s'arrête 1 mètre plus loin. Mon œil a été attiré par quelque chose. Je ne sais pas sur quoi, mais j'ai vu quelque chose sur la gauche alors que je marchais tout droit. Je reviens sur mes pas et je passe la tête par une porte. La salle n'a pas grand-chose, juste quelques tableaux contre les murs. Au centre, sur un petit podium, une petite boîte repose sous une protection rectangulaire en verre. Elle doit faire 30 cm de large et pas plus de 20 de haut. Je la regarde. Elle est comme transparente. Quel mystère! Pourtant, je regarde bien la boîte. Mais comment est-ce possible? J'avance doucement. Oui, je vois bien à travers. Et ce n'est pas la lumière qui descend du plafond. Elle révèle toutefois cet objet tout à fait unique. Une beauté sans pareille. Quelle magie autour! Tout s'arrête. Le monde, l'univers entier, mes pensées aussi. Je regarde encore. Je suis émerveillé. Mais que se passe-t-il? C'est une petite boîte admirablement sculptée. Une finesse que je n'ai jamais rencontrée sur Terre. Elle est taillée si délicatement, d'une façon si complexe. Elle comporte des panneaux ornés de minuscules motifs floraux, tous géométriques. Le couvercle présente des formes pentagonales. Il est habillé de motifs similaires. Il est fixé sur la partie inférieure par 2 charnières. La boîte repose sur 4 pieds sculptés en forme de visage de lion. Je distingue une très petite serrure avec une courte clé. C'est une boîte à bijoux. Elle est entièrement faite en ivoire. Je peux lire que les motifs du jali viennent des monuments mongols, du Taj Mahal et du tombeau d'Akbar. Les côtés reprennent ce dessin si géométrique, si bien exprimé dans un superbe ornement floral. Les 2 autres faces et le sommet sont sculptés de la même manière, mais quand je les admire, de subtiles variations apparaissent. Elles sont si délicatement découpées. Les parois sont si fines. Elles sont comme des feuilles de papier.
Je suis là, complètement fasciné, et je m'extasie devant la lumière qui la traverse. Il a fallu une vie entière au sculpteur pour tailler et affiner cette surface extraordinaire. Durant tout ce temps passé, infini, la boîte est devenue transparente. Elle brille encore aujourd'hui. C'est une boîte quasiment sans matière, absolument vide, sculptée avec tant d'art et tant d'esprit, que j'ai l'impression de voir le cosmos scintiller dans la nuit. Et si ce n'était pas cela, avant tout l'essentiel? Prendre le temps de sculpter son enveloppe, enlever patiemment toute sa matière en trop, essayer de devenir transparent, laisser passer la lumière pour mieux contempler les étoiles.